Alors, je vais vous expliquer maintenant ce que je fais. La conscience analytique cérébrale, la conscience intuitive extraneuronale, la CAC et la CIE. Pourquoi avoir fait cette modélisation? Eh bien, c'est pour avoir observé ce qui se passait pendant toutes ces années que j'en suis venu à proposer cette modélisation CAC et CIE, conscience analytique cérébrale, dissociée d'une conscience intuitive extraneuronale qui est totalement dissociée de la matière. En fait, c'est l'observation. Quand on observe les faits, eh bien, on s'aperçoit que 35% des personnes, pendant leur sommeil, vivent des expériences, ont des contacts avec leurs défunts, ont des prémonitions, donc des visualisations du futur. 5% des personnes dans le coma ont été capables de voir ce qui se passait à distance de leur corps physique, et sans se tromper. 2% des personnes sous anesthésie générale ont été capables de la même chose. Alors, on m'a demandé d'où je tenais ces chiffres. Ben, ils existent nulle part, ce sont les miens. Voilà. Mais c'est pas très compliqué, vous savez. Il suffit de prendre des panels de 100 personnes et d'aller en salle de réveil et d'interroger les gens. C'est aussi simple que ça. Donc vous avez des panels où il y a 0 sur 100, il y en a où il y en a 8, il y en a où il y en a 4, et ça fait une moyenne. Voilà comment j'ai fait. Je pense que si mes confrères anesthésistes faisaient le même travail, ils auraient la surprise de s'apercevoir qu'il y a ces chiffres. Que 2% des patients sous anesthésie générale ont été capables de voir leurs propres opérations comme s'ils étaient au plafond du bloc. Et quelquefois même avoir vu des opérations qui se passaient dans des blocs adjacents à celui dans lequel ils se faisaient opérer, et sans se tromper. Donc ça, c'est déjà stupéfiant, on va dire, quand on est un peu curieux et qu'on cherche. 12 à 18% des personnes en arrêt cardiaque sont capables de voir ce qui se passe, pareil, au niveau des manœuvres de réanimation, et de voir ce qui se passe à distance de leur corps physique, quelquefois très éloigné de leur corps physique. Il semblerait qu'en arrêt cardiaque, il suffit de penser à une personne qu'on aime pour immédiatement se trouver à ses côtés, quel que soit l'éloignement géographique, avec quelquefois une perception réciproque des présences. C'est-à-dire que la personne concernée va ressentir la présence de l'entité à ses côtés, alors que quelquefois il n'y avait aucune raison de penser que la personne était dans cet état-là, notamment c'est ce qui est le cas dans les accidents de la route. Et bien ça c'est possible. Phénomène de remote viewing, on appelle ça. Donc 12 à 18% des adultes font ces fameuses expériences, et 65% des enfants, d'après l'étude de Melvin Morse. Alors devant ce constat, on peut se dire, mais pourquoi n'y a-t-il pas 100% d'expérience d'ailleurs? Pourquoi y a-t-il cette différence entre les enfants et les adultes? L'hypothèse que je propose est de dissocier deux formes de conscience. Une conscience analytique cérébrale dans la matière, d'une conscience délocalisée, intuitive extraneuronale, parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, eh bien, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Puisqu'on sait maintenant que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, c'est les travaux de Vries et Becker qui l'ont montré en mars 2001, eh bien, dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a une mort clinique attestée par un électroencéphalogramme plat. Avec un électroencéphalogramme plat, il est impossible de voir, d'entendre, de comprendre tout ce qui se passe autour de soi et de le mémoriser. Ben, c'est ce qui se passe lors de l'expérience. Donc à un moment donné, il ne faut pas être plus têtu que les faits. Il faut essayer de proposer une autre modélisation médicale pour expliquer le fonctionnement de la conscience, plutôt que de rejeter toutes ces expériences en disant qu'elles n'existent pas. Et c'est largement relayé par les médias mainstream. Peut-être avez-vous vu il y a quelques semaines une émission sur France 2 où on voyait, animée par Michel Simès, où on voyait le professeur Lauré, qui avait fait donc une intervention lors de ce petit sujet sur les EMI. Et bien, on n'entendait que sa version, la version matérialiste, disant que tout ça, ce sont des hallucinations, que c'est le cerveau qui est déréglé, que l'expérience n'est pas réelle. Avec Charlotte Martial, son associée, qui disait que, alors ça c'est bien parce que c'est dans l'émission, qu'ils espéraient un jour fabriquer une molécule qui donnerait les mêmes avantages que l'expérience de mort imminente. Et c'est pour ça qu'ils sont arrosés à coups de centaines de milliers de dollars, comme Science Group, pour faire ces expériences. Avec des expériences parfois d'un niveau éthique contestable. Hein, quand on met les gens en hypocapnie, puis ensuite on les prive d'oxygène, et qu'on voit convulser les gens, et ça a été filmé, on se dit l'éthique là-dedans, elle n'est pas, voilà, pourquoi ne pas faire à ce moment-là un garrot pneumatique autour du cou
ce qui se passe. Voilà. Donc, j'avais débattu avec le professeur Lauré sur un plateau de télévisé en Belgique. On est opposés sur l'explication des NDE, mais je trouve qu'il aurait été plus logique et plus honnête de dire qu'il y avait deux façons de voir l'expérience. La façon matérialiste du cerveau sécréteur de conscience, opposée à celle voilà, que je propose, de conscience délocalisée. Alors, c'est toujours pareil, vous savez, on a cette modélisation dominante et on a des expériences qui sont de plus en plus présentes et de plus en plus relayées, on va dire. Elle est de moins en moins marginale puisqu'il y en a de plus en plus. Il y a maintenant des défibrillateurs automatiques qui sont mis un peu partout en place, partout, lorsqu'il y a des concentrations humaines. Et donc il y aura de plus en plus de gens qui seront réanimés. Il y a d'ailleurs un terme qui a été créé par les anesthésistes réanimateurs, la ressuscitation. Pas résurrection, mais ressuscitation. Et quand on voit la définition, retour à la vie après des manœuvres de réanimation. Donc, si on dit retour à la vie, ça veut bien dire implicitement qu'on conçoit qu'on l'ait perdu à un moment donné. Donc, c'est accepté que l'on puisse aujourd'hui, voilà, en 2022, revenir de la mort par des manœuvres de réanimation. Et cette proposition de CAC et de CIE a été donc validée dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée. J'en ai dirigé plusieurs sur le sujet, mais la dernière est intéressante. François Lallier a étudié pendant 3 ans 118 cas d'arrêt cardiaque. Il les a classifiés selon les critères de Grayson pour authentifier l'expérience comme étant une expérience réelle de mort provisoire, on peut faire rappeler que imminente. Et il en a trouvé 18 qui avaient fait l'expérience. Et dans cette thèse, on a pu proposer ce que je propose, la CAC dissociée d'une CIE, pour expliquer l'expérience, parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, eh bien, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Il faut dire à tous ceux qui les ont vécues et qui crient haut et fort que c'était plus vrai que la réalité, que c'est faux, que c'est une hallucination ou un rêve. Alors cette CAC, elle est couplée à toutes nos perceptions sensorielles, que ce soit des perceptions visuelles, auditives, olfactives, gustatives ou tactiles. Toutes ces informations vont être triées par le cerveau pour nous donner la perception d'être nous-mêmes en nous repérant dans le temps et dans l'espace. Mais le problème, c'est que cette CAC, elle va venir censurer toutes les informations qui vont rentrer en dissonance cognitive par rapport à nos apprentissages. Dès qu'une information ne sera pas conforme à ce qu'on pense, à ce qu'on nous a appris, en tout cas, comme étant la logique ou le réel, elle va être censurée, scotomisée, écartée. On n'en aura même pas conscience. Et c'est pour cela qu'il n'y a que 12 à 18% des adultes qui se souviennent de ces expériences. En réalité, il est fort possible qu'il y ait 100% d'expériences. Comme c'est bizarre, 65% des enfants s'en souviennent. Tout simplement parce que les enfants n'ont pas été encore formatés à exclure les informations dissonantes par les apprentissages. D'ailleurs, les enfants, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ont des perceptions médiumniques, jouent avec des amis invisibles, ont des réminiscences de vie antérieure. Et puis après, tout ça, évidemment, est bloqué par les apprentissages. Ça commence très tôt, ça commence en famille, ça continue à l'école, au lycée, à l'université. Si vous faites médecine, alors n'en parlons pas, c'est quelque chose. Je me demande comment j'en suis sorti. Mais on vous explique à longueur d'année que nous sommes des robots biologiques, animés par des pensées biochimiques, que nous ne sommes que de la matière et des organes, et que le cerveau est un organe qui sécrète de la conscience comme la thyroïde, des hormones thyroïdiennes, et que lorsque cette matière n'existe plus, il n'y a plus rien. Donc c'est pas très étonnant qu'une majorité de mes confrères n'acceptent pas cette expérience comme étant une expérience réelle, vont plutôt dire tout ça c'est une expérience qui est due à un manque d'oxygène au cerveau ou à des produits anesthésiques. Donc cette conscience analytique cérébrale, elle va venir bloquer les informations de cette conscience intuitive extranormale. Et dès qu'on va ralentir cette activité, par un arrêt cardiaque, par un sommeil, par une anesthésie, par l'hypnose, ou même par certaines expériences de méditation ou de prière, ou des expériences chamaniques aussi, avec certaines plantes comme l'iboga ou l'ayahuasca, ou le LSD, ça Lisa Grof l'a montré, voilà. Eh bien, on avait possibilité d'avoir accès aux informations de notre conscience intuitive extraneuronale. Et alors là, c'est comme si on subissait, ou on bénéficiait plutôt, une expansion de conscience. On avait la possibilité d'être relayé à plein d'informations qui ne sont pas accessibles lorsque notre cerveau fonctionne comme un filtre réducteur d'informations, en fait.
Alors, lorsque j'ai débuté en 2014 au Canada ces ateliers de TCH, c'était ça l'idée. C'était de dire on va voir ce qui se passe en mettant cette suggestion hypnotique. Et effectivement, ce que j'espérais le plus, c'était les contacts médiumniques. Parce que j'avais noté que dans ces expériences, ce qui apaisait le plus les gens par rapport aux souffrances du deuil et aux angoisses de la mort, c'était de voir apparaître un défunt. Et ce défunt apparaissait en général en bonne santé, dépourvu de handicap, de maladie. Et donc c'était très apaisant. Après on y croit pas, peu importe. Mais l'expérience est là. Peut-être que c'est subjectif. Je l'ai dit au Conseil de l'Ordre. Je ne sais pas pourquoi. Vous dites que c'est une thérapie, mais vous vous basez sur des choses de l'au-delà, etc. C'est une croyance. Je dis, au niveau du Conseil de l'Ordre, en tant que médecin, je dis, ce sont des effets subjectifs. Oui, mais dans vos conférences, vous dites que c'est une thérapie. Mes conférences, elles étaient toutes, elles sont encore, hein, d'ailleurs, espionnées. On sait ce que vous dites dans vos conférences. D'ailleurs, c'est filmé. Hein. Et très facile de dire, voilà, allô, tu peux aller écouter ce qu'il dit, là, il est à Clermont-Ferrand. Écoutez, donc j'en profite pour saluer mon confrère. Mais, oui, c'est une thérapie possible. Donc, pourquoi se priver de ça? Donc, sur le premier millier de TCHistes que j'avais étudié avec un statisticien, j'avais naïvement envoyé cette étude statistique, pourtant bien dans les clous scientifiques, dans une revue à comité de lecture, The Lancet, quand on voit The Lancet, on a vu avec le Covid de quoi ils étaient capables. Mais évidemment, toute cette étude a été rejetée. Voilà. Mais n'empêche, c'était ça les résultats. 669 personnes, 67% des personnes, avaient coché la case « Oui, je pense avoir été en contact avec un défunt ». 67%. C'est beaucoup. Et c'était ce que j'espérais finalement. Donc l'intuition était bonne. La conscience intuitive extraneuronale, voilà, on est branché quelquefois, hein, vous savez. On doit l'écouter. On doit écouter nos intuitions. On a tendance à être trop dans l'analyse, à être trop dans la caque. Alors qu'on a cette espèce de GPS, là, c'est Philippe Guillemont qui parle de ce GPS qui nous donne nos chemins de vie, et puis quand on s'écarte, hop, le GPS... Ben, il faut écouter ce GPS, il faut écouter le cœur, il faut écouter plus que la raison. Hein. Le cœur, c'est la raison que la raison ignore, vous connaissez l'adage, mais c'est vrai. Et dans la vie, souvent on se fait embarquer par l'analyse pour les grandes décisions de nos vies. Est-ce que je vais passer ma vie avec cet homme ou cette femme, par exemple? Alors vous faites la liste des défauts et des qualités, et puis vous dites, ah ouais, il a plus de qualités, ou elle a plus de qualités que de défauts, allez, banco, on part. Et puis vous allez vous apercevoir peut-être que les défauts vont se transformer, que d'autres vont apparaître, que des qualités vont disparaître, et que vous êtes trompé avec cette analyse. Alors que si vous aviez écouté votre cœur, eh ben vous saviez si c'était ou pas la bonne personne. Eh bien, dans les décisions de vie, la TCH, par exemple, la transcommunication hypnotique, c'était intuitif. Il est sûr que si j'avais analysé les choses, je ne suis pas tout à fait idiot, je savais que j'allais m'en prendre plein la figure, que le Conseil de l'Ordre me tomberait dessus, que j'aurais tout un tas d'abattements. C'était sûr, ça. C'était un pari gagnant. Mais je l'ai fait parce que j'ai écouté mon cœur. Et je ne le regrette pas, vraiment, c'était mon chemin. Si c'était à refaire, je referais exactement les mêmes choses. Enfin, non, je prendrais quelques précautions, mais connaissant ce que j'ai vécu, mais je serai toujours dans ce chemin. Donc il faut savoir écouter son cœur. Et dans la conscience intuitive extraordinaire, on a ces informations. Et on a d'autres informations aussi. Et encore plus surprenantes. Des informations, ce que j'appelle la conscience universelle, mais on pourrait l'appeler autrement. Erwin Laszlo parle de champ akashique ou Rabbi Shandrek de champ morphogénique. Ce sont des informations qui circulent, et nous, en fonction de nos personnalités, de nos goûts, de nos aptitudes, on va capter un certain nombre d'informations. Et c'est pour cela que les grandes découvertes planétaires ont été simultanées, parce que des scientifiques ont été connectés à la même source d'inspiration. C'est pour ça aussi que des artistes, sans se connaître, ou qui est plagiat, vont connecter des œuvres vont réaliser des œuvres qui se ressemblent. Et c'est pour ça aussi que ces intuitions nous guident chaque fois dans la bonne direction. Eh bien, il y a eu en hypnose des gens qui ont eu des intuitions fortes qui ont changé leur vie en une seule séance d'hypnose. Et alors, c'est pas tellement la quantité d'informations qu'on a. Il y a une dame qui était venue dans un des ateliers que je propose,
et qui était très peinée parce qu'elle avait reçu aucune information. Ça dure 1h30 quand même la séance. 1h30, eh ben, elle avait eu aucune information, elle avait eu simplement de la chaleur dans les mains, c'est tout. Et ça lui a paru très long. Elle était venue chercher, on peut la comprendre, un contact avec son mari défunt et son fils décédé dans le même accident de voiture. Bon, elle n'avait pas eu ça, c'était récent en plus. Et en plus, elle n'avait rien eu du tout, elle n'avait eu que ça. Et moi, je lui avais dit au débriefing, puisqu'ensuite on fait un débriefing, on fait circuler le micro, je lui avais dit peut-être que c'était l'information que l'univers a décidé pour vous. Peut-être que ça veut dire que vous avez de l'énergie dans les mains, que c'était ça que vous deviez avoir comme information ce matin. Et en fait, on a revu cette femme plusieurs années après, qui pour le coup, dans la deuxième fois, avait vu son fils et son mari décédés. Elle avait changé sa vie à cause de cette seule information. Elle était infirmière libérale, elle est devenue magnétiseuse guérisseuse, parce qu'elle s'était aperçue, grâce à cette information, qu'elle avait de l'énergie dans les mains. Il y a aussi des informations délocalisées, qui sont données en hypnose, délocalisées dans le temps et dans l'espace. Ça va intéresser notre ami Philippe Bobola, qui est spécialiste, et on va faire une discussion peut-être avec lui, ça sera intéressant. Mais il semblerait qu'en état modifié de conscience, on ait accès à l'intégralité des informations délocalisées dans le temps et dans l'espace. On le savait déjà, puisque lors de l'expérience de mort provisoire, il y a des perceptions rétrocognitives ou précognitives sur le passé ou sur le futur. Les gens voient défiler toute leur vie en accéléré en ressentant tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres, comme si c'était eux-mêmes qui l'avaient fait. On se demande d'ailleurs comment c'est possible, en aussi peu de temps, vivre autant de choses, avoir autant d'informations. Il y a un livre écrit par Nicole Dron, 45 secondes d'éternité, 300 pages de récits dans ce livre. Et encore, elle dit, j'ai pas tout dit dans le livre. Donc vous voyez, il y a vraiment accès à des informations du passé, et on l'a aussi en hypnose, lors des ateliers. Il y a des gens qui ont vu des scènes de leur adolescence, de leur enfance. Alors pourquoi ils ont vu telle ou telle scène? Il n'y a pas forcément l'explication tout de suite, c'est après, pour le coup, il faut réfléchir. Ben oui, parce qu'on vous envoie des images, on vous envoie des choses. Par exemple, vous pouvez voir apparaître un zèbre, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça vient foutre cet animal? Puis après, vous allez chercher dans vos recherches personnelles, vous allez taper animal totem et vous allez voir que ça vous parle et que les informations sont bien parlantes parce qu'elles vous sont adressées. Et ça montre que les informations sont pour le coup délocalisées. Il y a aussi possibilité de voir ses vies passées. Et on l'a constaté en TCH, avec une action thérapeutique pour le coup. Et ça, c'est surprenant. C'est-à-dire que si vous avez une angoisse, une phobie, un mal-être par rapport à une situation donnée, et que vous en avez l'explication dans un traumatisme vécu dans une vie antérieure, en l'occurrence c'est souvent les circonstances de décès, eh bien vous avez une disparition définitive, totale, de cette angoisse, de ce mal-être, ou de cette phobie.